Merci Françoise de m'avoir invité pour ce petit séminaire. Alors que j'ai intitulé un titre peut-être un peu pompeux, Apprentissage informel et non formel, construire des environnements engageants. Quelques exemples actuels d'éducation populaire. Je vais surtout vous présenter vraiment deux exemples très concrets de projets que je mène actuellement. Avant ça, je vais me présenter. Donc Frédéric Ducasse. Je suis consultant. Alors aujourd'hui, mon titre, ce serait consultant en environnement d'apprentissage. Je travaille dans le cadre d'une entreprise que j'ai créée il y a un peu plus de 10 ans, dont le but initial était le conseil en digital learning, donc d'accompagner les organismes de formation, principalement les entreprises, dans leur stratégie digitale en matière de formation. Donc que ça puisse être, par exemple, du développement de plateformes e-learning, de modules d'apprentissage en ligne. Voilà. Et cette activité de digital learning, j'ai souhaité la faire évoluer parce que rester en ligne, c'est bien, mais il y a des fois où on aspire à d'autres activités, surtout après le Covid. D'avoir des activités un peu plus en face à face. Et donc, j'ai toujours une activité de digital learning, d'accompagnement sur de l'activité en ligne, mais j'ai souhaité aussi développer une activité donc, de conception d'environnement d'apprentissage. Donc, par exemple, ça va être de la conception de TP pour des écoles d'ingénieurs, de la conception de Fab Lab, des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est mon activité professionnelle. Et à côté de ça, je suis également président d'une association qui a maintenant 23 ans, qui est une association de médiation scientifique que j'ai co-créée avec d'autres médiateurs scientifiques. Tout simplement parce que c'est mes origines. Mes origines, c'est la médiation scientifique. Et puis à un moment donné, j'ai bifurqué vers la formation professionnelle. Donc j'ai souhaité malgré tout conserver des activités associatives dans la médiation scientifique. Voilà. Et puis pour finir de me présenter, entre la médiation scientifique qui est vraiment mon activité initiale et puis mon activité actuelle qui est la création de cette entreprise d'hydro, je suis passé par pas mal de métiers différents. Principalement, j'étais responsable de centre de ressources pour des CFA. J'ai été conseiller en bilan de compétences, conseiller en formation également. Voilà, à peu près le type de poste que j'ai pu occuper sur ces 20 dernières années. Alors, je vais vous parler principalement de l'association Les Souris Vertes parce que les projets que je vais vous présenter, c'est sous l'égide de l'association Les Souris Vertes, même si, pour un des projets, j'y interviens aussi à titre professionnel, donc avec l'entreprise d'Hydro. Donc l'association Les Souris Vertes, c'est une association de médiation scientifique créée en 2002. Initialement, c'est une association qui a pour but de développer des activités autour de l'espace. Donc principalement de la création de fusées amateurs. Donc depuis des petites fusées qui sont en carton et en balsa et qui pèsent 50 grammes et qui vont à 100 mètres d'altitude, jusqu'à des fusées qui font 10 kilos et qui montent à 2000 mètres d'altitude. Voilà. Donc on a des activités assez variées, des activités qu'on menait avec des jeunes, enfin qu'on mène encore avec des jeunes et des moins jeunes, puisqu'on a de plus en plus des activités adultes et principalement aussi des activités avec des étudiants, notamment en école d'ingénieurs. À côté de ça, on a des activités autour de l'astronomie, de la bricologie. J'y reviendrai après. La bricologie, pour nous, c'est la science du bricolage. Vous le comprendrez avec le projet que je vous présenterai après. Et puis, des sciences du jardin et autour de l'environnement, donc des activités qui vont toucher à l'ornithologie, le jardin d'une manière très large aussi. Voilà, ça, vous le découvrirez au travers des projets que je vais vous présenter. Aujourd'hui, l'association Les Souris Vertes, c'est une association aussi qui a évolué, simplement parce qu'on souhaitait avoir un ancrage un peu plus citoyen, toujours avoir une activité de médiation scientifique,
mais de rapprocher cette démarche scientifique un peu plus de l'environnement quotidien des personnes auprès desquelles on peut être amené à intervenir. Et donc, pour cela, on a créé un premier projet qui s'appelle le Bricolabus, que l'on a créé en 2021. Donc ça, c'est le premier projet que je voulais vous présenter. Le Bricolabus, c'est un tiers-lieu itinérant, pour être exact, et dont le but est de s'implanter au pied des quartiers, donc au pied des immeubles, en relation en général avec les bailleurs sociaux, pour y développer, de manière temporaire, en général c'est sur quelques jours, un espace de fabrication et de réparation autour de la mécanique, l'électronique, l'informatique. En fait, on a différents ateliers qui composent cet espace de réparation. Et puis on complète cet espace de réparation par des animations sur la récupération, le recyclage, puisque c'est un tiers-lieu que l'on mène, que l'on coordonne, mais sur lequel on fait intervenir aussi un certain nombre d'acteurs locaux, que ce soit des associations, des artistes également, sur lequel on va proposer différentes animations pour les jeunes et les moins jeunes, puisque le but c'est d'avoir de pouvoir s'adresser à des familles au sens le plus large possible. Et du coup, ce Bricolabus, donc ça fait 3 ans 3-4 ans même, 4 ans qu'il se déplace de quartier en quartier. Et la particularité, c'est justement d'être un espace de réparation, et c'est ce qui fait venir les personnes quand elles viennent nous voir sur ce Bricolabus, c'est qu'elles vont avoir à réparer une machine à café, une tondeuse à gazon, enfin quoique sur les immeubles pas trop, mais bon, ça peut être... c'est ouvert à tout public, donc on a en général des populations qui viennent pas uniquement des quartiers sur lesquels on s'implante. Voilà, tout type d'objets du quotidien, ordinateur, beaucoup d'électroménager bien sûr. Et le but, c'est que les personnes viennent simplement parce qu'elles elles ont besoin de réparer un objet qui est tombé en panne. Voilà. Alors, la particularité du Bricolabus, c'est qu'on répare pas. On n'est pas là pour réparer avec les gens, on est là pour réparer avec les gens, un peu à la manière d'un répare-café. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe des répare-cafés. Alors là, comme c'est un événement temporaire, il est plus difficile que sur un répare-café de tenir les gens dans la durée, parce que dans un répare-café, les gens viennent et reviennent pour réparer eux-mêmes leurs objets du quotidien. Là, on va réparer avec, et le but, c'est que du coup, dans notre démarche, on va les accompagner sur le diagnostic. On va diagnostiquer avec eux la panne, et donc d'avoir une démarche scientifique, qui est donc notre spécificité. Mais plutôt que d'avoir cette démarche scientifique sur un objet d'étude qui va être une fusée, l'ornithologie, ou des sujets qui sont purement scientifiques, là, on le fait sur des objets qui sont purement ceux du quotidien. Et c'est justement ce qui nous intéresse dans cette initiative, c'est justement de rapprocher une démarche scientifique, donc une démarche d'apprentissage, une méthode scientifique sur un objet qui va faire venir des gens qui ne seraient pas venus si on leur avait proposé de faire justement des fusées ou observer les oiseaux. Donc là, il y a un vrai intérêt personnel, individuel, de réparer cet objet. Et au travers de cette réparation, eh bien, on va aborder, on va d'abord ouvrir l'appareil, se rendre compte que cet appareil, eh bien, il est réparable. Ça, c'est déjà une chose extrêmement importante, de se rendre compte que nos objets du quotidien sont réparables, et sont réparables à 90% en général. Et que ça peut faire appel, alors bien sûr, d'une part à une méthode de diagnostic pour essayer de trouver la panne, mais aussi un certain nombre de compétences qui peuvent être tout à fait accessibles pour le plus grand nombre. Et c'est aussi ça l'intérêt du Bricolabus, c'est justement de se rendre compte que les compétences nécessaires pour des choses qui peuvent apparaître ou paraître inaccessibles, en fait, sont tout à fait possibles pour tout un chacun, à partir du moment où, bien sûr, elles sont accompagnées.
Voilà. Donc, ça veut dire que on fait de la soudure avec les gens qui viennent nous voir. On fait de l'impression 3D, de la conception de pièces en 3D, etc. On a des imprimantes 3D sur place. Et voilà. Et c'est en cela que, du coup, ce bricolabus constitue un environnement d'apprentissage et pas simplement un environnement de réparation. C'est pas juste, le but, c'est pas de réparer. Hein. C'est juste un prétexte, hein, la réparation. Voilà. Et à côté de ça, évidemment, comme on veut s'adresser à un public le plus large possible, eh bien c'est pour cela que l'on associe cet espace de réparation à d'autres animations qui vont être notamment des animations pour les plus jeunes et là qui sont en général plutôt encadrées par les associations avec lesquelles on travaille habituellement. Ça peut être des animations sur le compost, sur les déchets, sur la fabrication de... Qu'est-ce qu'on a eu la dernière fois de peinture comestible, par exemple, enfin, voilà, différentes choses comme ça, des ateliers de couture. Voilà. Concernant le bricolabus, ça, donc, c'est une initiative qui a commencé il y a 4 ans et que l'on fait évoluer aujourd'hui vers un projet qui a une bien plus grande ampleur, qui a à peu près les mêmes objectifs, mais à une échelle un peu plus importante. Alors, ça, c'est quelques exemples du fameux bricolabus. Là, c'est les affiches et les articles du bricolabus que l'on a pu mener. Sachant que nous sommes implantés en Normandie, donc à Vernon, dans l'Eure. Et donc, ce bricolabus, il donne lieu aujourd'hui à un projet qui englobe beaucoup plus largement ce bricolabus, qui s'appelle l'Écofabrique. Donc l'Écofabrique, le slogan, c'est la boîte à outils du développement durable. Et c'est ce projet que je vais vous développer un petit peu plus pour que vous compreniez un petit peu les enjeux de ce type de projet, des enjeux en termes d'apprentissage, bien sûr, mais aussi des enjeux citoyens. Alors, l'Écofabrique, pour faire très simple, ça va être à peu près un tiers-lieu. On ne s'appelle pas tiers-lieu, je vous expliquerai pourquoi par la suite. On va être plutôt un ensemble de lieux ressources répartis sur un territoire qui est une agglomération de communes. Et là, cette fois-ci, alors que le bricolabus s'intéressait uniquement à la partie réparation, là, on va vraiment, au travers de l'Écofabrique, s'intéresser à l'économie circulaire en général. Je développerai ça un petit peu plus tard. Donc, par rapport au bricolabus, on a élargi notre action. Donc, d'une part, sur ce que l'on fait, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la réparation, vous verrez, c'est des actions autour du déchet, autour du recyclage, de la fabrication, etc. On a élargi en termes de territoire, donc ce que je disais, c'est-à-dire que notre territoire maintenant, c'est l'agglomération de communes. Et je vous expliquerai pourquoi c'est intéressant d'intervenir sur un territoire qui est une communauté d'agglomération. On va aussi faire évoluer nos formats d'intervention, c'est-à-dire que jusqu'à présent, le bricolabus, il s'apparentait plutôt à, on va dire, un événementiel. Hein. On intervenait pendant 3-4 jours sur un lieu, donc ça ressemble un peu plus à de l'événementiel. Là, on va avoir d'autres formats d'intervention. Et puis également, en termes d'acteurs, on s'est adressé à beaucoup plus d'autres acteurs du développement durable que je vous présenterai. Donc pour résumer, l'Écofabrique aujourd'hui, c'est donc une constellation de lieux ressources dédiée à la promotion du développement durable. C'est une organisation collaborative parce que ce n'est pas une structure à part entière. Vous le comprendrez. C'est simplement un collectif qui rassemble différents acteurs, principalement associatifs, mais pas seulement. Ça peut être aussi des entreprises ou bien des citoyens qui s'intéressent aux questions de développement durable. Donc sur un territoire qui est donc celui de Seine-Normandie Agglomération, qui est un territoire que je vais vous présenter juste après, qui est un territoire principalement rural. Et donc notre action, elle a pour but justement, toujours comme pour le bricolabus, de s'implanter, et c'est ce qui fait qu'on a un intérêt d'être itinérant, de s'implanter sur des lieux où les tiers-lieux en général ne vont jamais.
Donc le contexte, c'est ce que je viens de vous présenter là. C'est que le territoire que vous voyez là, c'est un territoire qui est relativement large, donc entre Vernon et les Andelys, qui est constitué de très nombreuses communes rurales, parce que la plus grande commune, c'est Vernon, qui fait à peu près 25 000 habitants. Et le problème, c'est que sur un territoire aussi vaste que celui-ci, il y a des acteurs en termes de développement durable, mais dont les initiatives sont très isolées. L'offre est très peu lisible également. Et donc le but, c'est effectivement de rassembler un petit peu tout ça sous une enseigne unique. Et puis, comme je viens de le dire, effectivement, il y a une inégalité d'accès sur les territoires à ce type d'initiative. Il faut bien reconnaître que les tiers-lieux, aujourd'hui, la majorité sont en milieu urbain et sont en général, pour une grande majorité, se destinent souvent à, on va dire, des CSP+. C'est souvent des CSP+, qui passent la porte de ce type de structure, même s'il arrive quand même que quelques tiers-lieux s'implantent dans des quartiers dits populaires. Mais les tiers-lieux, quand même, ont cette fâcheuse tendance à l'entre-soi. Alors que justement, les populations qui auraient un réel besoin de ce type d'accompagnement que propose l'écofabrique ou le bricolabus que j'ai présenté avant, eh bien, ce sont des personnes qui n'y ont pas accès alors qu'ils en ont réellement besoin. Ils en ont besoin économiquement parce que le but de l'écofabrique ou du bricolabus, on va le voir, c'est aussi d'avoir un impact économique et pas seulement écologique. Je passe rapidement sur les missions de l'écofabrique parce que je viens de vous les présenter. Donc, c'est d'accompagner des pratiques éco-responsables auprès de publics qui sont peu sensibilisés. C'est de partager et de promouvoir des usages écologiques sur l'ensemble du territoire de la SNA. Et puis, pour cela, on va s'appuyer sur les acteurs locaux qui sont sur l'ensemble du territoire. Et la particularité de l'écofabrique, c'est, comme je le disais, c'est pas une structure, c'est un format qu'on a souhaité être un collectif. Alors, c'est un collectif qui est porté quand même par une association, donc l'association Les Souris Vertes que je viens de vous présenter, parce qu'il nous faut quand même une structure juridique pour pouvoir porter le projet. Mais ensuite, tous les acteurs interviennent en leur nom propre, avec leurs spécificités, leurs compétences propres. Et la particularité aussi que ce soit un collectif, et pourquoi on ne choisit pas d'avoir une structure bien spécifique, c'est parce que dans ce collectif, on va y intégrer autant des associations, des entreprises, des particuliers, des citoyens. Voilà. C'est souvent dans ce type d'initiative, on va avoir des associations qui œuvrent à titre écologique, ou bien d'un autre côté, des entreprises qui vont développer des produits ou des services en matière de développement durable. Là, l'idée, c'est de pouvoir avoir une conjonction d'acteurs sur un même territoire qui ont des intérêts communs. Et ça, par contre, c'est une grande difficulté parce que, d'une part, pour les associations, d'être associées à des entreprises, le pas à franchir, des fois, est relativement complexe. Ah oui, mais du coup, d'avoir une relation avec des structures qui ont un développement économique, un besoin de créer effectivement de la... Pardon, je cherche mes mots, d'être en lien avec des entreprises qui vont nécessairement avoir un rôle économique et un besoin financier important. Ça, c'est pas toujours évident. Donc, c'est la spécificité de l'écofabrique de pouvoir faire parler des gens ensemble qui n'ont pas l'habitude de faire des projets communs. Et la particularité, c'est justement de mutualiser des ressources et des compétences qui sont souvent un peu isolées entre des partenaires potentiels. Voilà. Et donc cette enseigne commune, elle est pilotée par un comité de pilotage. La seule entité qui va faire que
on a des personnes qui vont décider de la gouvernance de cette écofabrique. C'est simplement un comité de pilotage. Voilà. C'est juste une réunion de gens de bonne volonté et qui se mettent ensemble, et donc que l'on a appelé des co-acteurs, mais auxquels on fait aussi participer les bénéficiaires, les partenaires, donc qui peuvent être des collectivités locales principalement, ou des clients. Et donc ce comité de pilotage, il a pour but aussi de pouvoir répondre aux demandes que pourraient avoir des clients ou des bénéficiaires. Et donc en termes de fonctionnement, là où le bricolabus était simplement un format événementiel, là le but c'est d'avoir des formats extrêmement différents. Donc on va avoir des ateliers réguliers, donc des ateliers où toutes les semaines par exemple on va avoir une thématique particulière. Alors ça va dépendre des acteurs qui font, qui intègrent l'écofabrique. On a des associations par exemple qui vont avoir des ateliers zéro déchet par exemple. On va avoir un bureau d'études. Là c'est pour accompagner des entreprises sur la conception et la fabrication 3D. Voilà, donc ça c'est des ateliers réguliers. On a un jardin expérimental qui va ouvrir là au mois de mars, et donc là dont la thématique ça va être l'apprentissage, enfin ça va être un certain nombre d'activités autour du jardin et d'apprendre effectivement un ensemble de techniques liées au jardin. Donc ça c'est actuellement ce qui se développe le plus. Ensuite on a un autre format qui est un format résidence. Alors, je ne sais pas si le terme résidence vous parle. Peut-être que ceux qui sont en lien avec le monde du spectacle ou les troupes de théâtre, ça va leur parler un peu plus. Parce que c'est souvent un terme qui est utilisé pour des troupes théâtrales. La résidence, dans le milieu du spectacle, c'est une troupe de théâtre qui va s'implanter dans un lieu pour un temps défini et qui, dans ce temps défini, sur ce lieu-là, va développer un projet qui est souvent un spectacle. Et souvent aussi, le fait que ce soit une résidence, c'est qu'il y a un travail qui se fait aussi avec les habitants. Là, l'idée, c'est d'avoir à peu près la même chose sur les thématiques du développement durable. Donc des résidences qui seraient sur des communes rurales qui accueilleraient l'écofabrique, enfin qui vont accueillir l'écofabrique, parce que du coup, voilà, ça va démarrer à partir du mois prochain. Et dont le but, c'est d'avoir aussi des projets collectifs avec les habitants. Donc des événements saisonniers, par exemple le bricolabus, je vous en ai parlé. On intervient aussi sur un certain nombre d'événements, c'est-à-dire que le bricolabus, il intervient aussi lorsque on nous commande pour un événement la venue de ce bricolabus. Donc c'est pas, voilà, on le déplace comme ça un petit peu partout. On a également une boutique. Alors ça, c'est pas un format d'apprentissage, c'est simplement pour le modèle économique de l'écofabrique. Vous comprendrez un petit peu plus après cette question du modèle économique. C'est comme il y a des entreprises, il faut aussi que l'écofabrique puisse répondre au modèle économique de tout le monde et que l'écofabrique, elle ne peut pas vivre que de subventions ou de financement public. Dans son modèle économique, il va y avoir aussi une partie de ce modèle économique qui se rapproche d'un modèle entreprise avec de la vente de produits ou de services. C'est pour ça qu'il y a une boutique. Et puis un autre format que l'on souhaite développer, c'est une plateforme collaborative en ligne. C'est-à-dire que tout ce qui va être produit au sein de l'écofabrique, notamment en termes de fabrication, parce que dans l'écofabrique, on va avoir, par exemple sur le bureau d'études, on va avoir de la conception et de la création d'objets liés au développement durable. Les prochains, par exemple, ça va être on a là actuellement des projets de composteurs expérimentaux, donc des composteurs qui intègrent des capteurs pour savoir quel est le degré de CO2, le degré d'oxygène, quelle est la faune qui vit dans le composteur, etc., etc. Donc ça, c'est un outil pédagogique. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui ensuite sera
proposés pour des structures scolaires, par exemple, avec un accompagnement et des animations qui vont aller avec ce produit. Donc, voilà. Et donc la plateforme collaborative va avoir aussi pour but de pouvoir mettre à disposition tout ce qui est créé au sein de l'écofabrique, parce que une particularité de l'écofabrique, c'est que tout ce qui est conçu et fabriqué va être délivré en open source. Voilà. Donc l'écofabrique, au final, c'est quoi? Eh ben, c'est 4 domaines d'intervention. Donc la partie réparation, c'est ce que je vous ai présenté avec le bricolabus, hein, c'est vraiment la réparation des objets du quotidien. Donc là, on retrouve des domaines qui sont les domaines de l'économie circulaire. Alors l'économie circulaire, c'est un peu plus vaste que ça, hein. On n'a pas repris l'ensemble des domaines de l'économie circulaire, mais en tout cas, on s'en est inspiré. Donc la réparation. Le réemploi, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai des objets qui n'ont plus d'usage et je vais soit les remettre au goût du jour pour avoir de nouveaux usages avec des objets qui ne sont plus utilisés, ou bien créer des matériaux à partir d'objets existants. Donc la fabrication durable, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire de la conception et de la fabrication d'objets du développement durable. Donc j'ai pris l'exemple du composteur pédagogique. On a d'autres choses autour du jardin. On va avoir par exemple de la production de pots de semis, par exemple, biodégradables. Voilà, on a plein de choses comme ça. Pour l'instant, on est très axé autour du jardin parce que comme on est en milieu rural, c'est principalement sur cette thématique-là que la demande se fait. Mais on va avoir également de la conception de vêtements, par exemple, à partir de vêtements usagés. Un des projets que l'on a, c'est de se mettre en relation avec des entreprises qui collectent des vêtements usagés. Et le but, c'est d'avoir un atelier de production textile à partir de textiles usagés. Voilà, c'est un autre exemple de ce que l'on pourra éventuellement faire à l'écofabrique. Et enfin, un quatrième pôle, la gestion des ressources et des déchets. Gestion des ressources, c'est principalement toutes les problématiques autour de l'eau, de l'énergie, donc avec la production et la consommation d'énergie. Donc on intervient souvent, alors là c'est une particularité, c'est qu'on intervient sur des événements pour sensibiliser à la réduction des consommations énergétiques, donc de maîtriser la consommation énergétique dans le foyer, par exemple. Et puis tout ce qui est autour du déchet, ça va être des problématiques de tri, de compostage, de réduction des déchets également. Voilà. Et donc au final, autant ça c'est nos domaines d'intervention, mais pour les publics auxquels on va s'adresser, il va falloir qu'on ait une offre qui soit lisible. Et cette offre, en fait, elle va se faire autour d'activités sur 4 domaines d'activités, 4 thématiques. Donc ça va être, la première thématique, c'est la personne. Donc autour de l'habillement, la bijouterie. On a notamment par exemple, une micro-entrepreneuse qui conçoit et anime des ateliers de fabrication de bijoux à base de matériaux récupérés, hein, pour vous donner des exemples de ce que l'on fait à l'écofabrique. Des choses autour de l'hygiène, des cosmétiques, des sports et des loisirs. On a par exemple aussi une musicienne qui fait de la conception et de la fabrication d'instruments de musique à partir d'objets de récupération, principalement autour des percussions. Voilà, ça c'est des exemples. Une autre thématique, ça va être principalement l'habitat. Donc tout ce qui va être la création et la réparation de mobilier, la décoration. Évidemment, donc, les appareils ménagers et l'outillage, les produits ménagers, la consommation énergétique. Une thématique autour du jardin, donc l'entretien du jardin, le compost, les aménagements extérieurs,
tout ce qui est outils. Production d'énergie aussi, ça on a potentiellement aussi une demande là-dessus. C'est que comme on est en milieu rural, les gens vivent pour une part aussi ont des jardins et donc du coup ont un intérêt éventuellement à s'équiper en panneaux solaires, en éoliennes. On est en lien avec une association par exemple qui fait de la fabrication artisanale d'éoliennes individuelles. Voilà. Donc ça, c'est voilà, ce que l'on entend par production d'énergie domestique. Et puis une quatrième thématique qui est un petit peu plus portée sur notre environnement urbain et donc sur la ville. Alors ça va être aujourd'hui principalement autour des mobilités et du transport. Nous, on intervient principalement sur la réparation vélo, principalement, actuellement là-dessus, simplement parce que le but d'être mobile, c'est surtout d'être autonome dans la réparation de son moyen de locomotion. Et donc, c'est principalement là-dessus qu'on intervient. Mais à terme, on interviendra en principe aussi sur tout ce qui va être l'aménagement urbain, le tri des déchets, le compostage collectif qui est obligatoire depuis début 2024 et qui est très très peu mis en place dans les équipements collectifs. Donc on intervient aussi là-dessus sur la formation et l'accompagnement au compostage. Voilà, donc je vous ai présenté assez rapidement ce que c'était que l'écofabrique, inspiré préalablement du bricolabus. Je voulais du coup maintenant aborder avec vous quelques pistes de réflexion sur pourquoi je vous présente l'écofabrique aujourd'hui et en quoi ça peut avoir un intérêt dans votre parcours, de s'intéresser à ce type d'initiative, j'allais dire structure, mais ce n'est pas réellement une structure. Donc, le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est la question de l'éducation populaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je viens de l'animation socioculturelle. Je suis passé par un certain nombre de mouvements d'éducation populaire que vous pouvez connaître aussi si vous êtes passé par l'animation. Donc des organismes comme les CMEA, les Franca, l'UFCV, Peuple et Culture, enfin voilà, plein d'organismes comme ça. Pour nous, l'écofabrique et d'une manière générale, l'activité de notre association Les Souris Vertes, elle s'ancre complètement dans une notion d'éducation populaire. Alors, l'éducation populaire, c'est une notion qui est relativement ambivalente, déjà en fonction des époques. L'éducation populaire à la fin du XIXe siècle, c'est pas la même qu'à l'après-guerre. Au XIXe siècle, c'est principalement des actions qui vont compléter l'école, notamment auprès des classes populaires et notamment de la classe ouvrière, alors qu'après-guerre, on va être davantage dans une éducation populaire qui va être principalement extrascolaire et qui va amener notamment à un agrément. Les grands mouvements que j'ai cités tout à l'heure, ils datent à peu près de cette période-là, enfin pour certains juste avant-guerre, le Front populaire, pour d'autres c'est juste après-guerre, et c'est le développement de ces grands mouvements d'éducation populaire qui pour certains sont agréés jeunesse et éducation populaire, c'est l'agrément qui date de 1946, et qui a amené à la professionnalisation de l'animation socioculturelle. Donc ça, c'est encore une autre façon d'aborder l'éducation populaire. Et aujourd'hui, alors là, c'est un avis personnel, mais que j'ai aussi abordé dans certains écrits, que j'ai vu aussi dans certains écrits, c'est qu'il semblerait aussi quand même que l'éducation populaire, elle est aujourd'hui une dimension plus politique et peut-être plus tournée vers les adultes. Par exemple, si on prend une organisation comme ATTAC, ATTAC se dit, initialement, dans le développement de l'association ATTAC, se dit être un mouvement d'éducation populaire.
Mais c'est vrai que ATTAC, c'est une association qui a principalement une portée politique. Et cette portée politique, on l'observe aujourd'hui, en fait, avec un développement d'initiatives dont nous-mêmes, lorsque l'on crée l'écofabrique, on s'inspire aussi, qui sont des initiatives probablement plus citoyennes, moins portées par des mouvements, des très grandes associations, mais portées par des collectifs de citoyens. L'exemple des tiers-lieux, c'est tout à fait ça. Hein. On est tout à fait dans un développement qui est, dans certains cas, enfin dans une partie importante, aussi à l'initiative de citoyens, d'habitants, au-delà des grands mouvements, de grands mouvements associatifs ou même des institutions. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous, l'écofabrique, elle s'inscrit là-dedans. Pourquoi l'écofabrique, sa dimension, elle est écologique? C'est parce que justement, on a aujourd'hui, dans ce que l'on observe, nous, au quotidien, avec les publics avec lesquels on intervient, une demande assez forte en matière de développement durable. Et c'est une thématique qui n'était absolument pas du tout abordée par des mouvements d'éducation populaire jusqu'à ces 10 dernières années, ou en tout cas de manière très, très anecdotique. Et à côté de ça, par contre, l'éducation populaire, aujourd'hui, elle fait face aussi à des difficultés de gouvernance parce que les intervenants dans l'éducation populaire ou les financeurs de l'éducation populaire sont très variés. Des financements justement instables parce que les financements publics se réduisent drastiquement et donc il faut évidemment pour les associations d'éducation populaire aller vers des modèles de financement différents. Et puis aussi une difficulté que l'on peut voir poindre assez fréquemment, c'est l'adaptation aux innovations pédagogiques. C'est-à-dire qu'on est souvent dans l'éducation populaire très... Il y a une distance par rapport à une évolution, que ce soit, je ne sais pas, les réseaux sociaux, les façons de communiquer ou bien simplement les technologies qui sont les nôtres aujourd'hui, eh bien, on observe effectivement une certaine distance. Et c'est là où justement, nous, avec l'écofabrique, on souhaite intervenir pour réduire cette distance et cette difficulté à s'approprier les innovations pédagogiques actuelles. Et justement, par rapport à l'éducation populaire, ce qu'on observe aussi, c'est que avec les tiers-lieux ou avec les acteurs de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, l'éducation populaire, elle doit nécessairement changer. Et l'exemple de l'écofabrique, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on doit nécessairement faire évoluer d'abord des modèles économiques parce que on ne peut pas aujourd'hui, dans l'éducation populaire, ne vivre, enfin en tout cas, là c'est qu'un avis personnel, mais il nous semble difficile de ne vivre que de subventions et de financements exclusivement publics. Donc il nous faut évidemment développer des modèles économiques qui sont développés par d'autres acteurs que les acteurs traditionnels de l'éducation populaire, dont les associations dont je parlais. C'est effectivement les tiers-lieux. Si on regarde un petit peu le fonctionnement des tiers-lieux, les tiers-lieux, ils accueillent des entreprises, ils accueillent des citoyens, ils accueillent différents formats de collectifs et qui ne sont pas forcément toujours non plus des associations. On va y trouver des entreprises, mais on va y trouver des scopes, par exemple.
Et donc des entreprises qui font appel aussi au bénévolat, comme le font les associations, avec une variation des sources de financement également. Et ça, ce sont des modèles qui sont assez inspirants et dont on doit s'inspirer en tant qu'association, je pense, pour maintenir une activité qui soit intéressante et surtout auprès de publics pour lesquels on n'a pas forcément les financements appropriés. Nous, par exemple, au Souris Verte, on a toujours fait le choix, par exemple, d'avoir très peu de financement public, mais d'avoir recours énormément aux prestations de services, que ce soit pour des collectivités territoriales ou pour des entreprises, des CE, des entreprises. Donc on fait énormément de prestations. Et ces prestations, par contre, elles nous permettent de financer des actions qui sont entièrement gratuites pour des publics auxquels on n'aurait jamais de financement. Donc une partie, par exemple, de l'écofabrique, de l'activité de l'écofabrique ou du bricolabus, elles sont financées parce qu'à côté, on a des prestations de services. Et c'est ces prestations de services qui sont extrêmement importantes aussi pour nous dans notre modèle économique. Et quand je parlais des tiers-lieux, ce n'est pas inspirant seulement en termes de modèle économique, mais c'est aussi parce que les tiers-lieux, ils proposent des formats d'expérimentation, d'émancipation citoyenne, des façons de travailler, des façons collaboratives aussi d'envisager l'activité, qui est assez intéressante. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous invite à passer la porte d'un tiers-lieu proche de chez vous. Aujourd'hui, heureusement, il y en a quand même un certain nombre. Si vous ne savez pas où trouver un tiers-lieu, vous tapez France Tiers-Lieu et vous trouverez un tiers-lieu sur la carte qui est proposée sur ce site. France Tiers-Lieu, c'est l'association qui, on va dire, chapeaute un peu l'ensemble des tiers-lieux en France. Donc voilà, allez-y, voyez un petit peu ce qui s'y fait. Et vous verrez qu'en termes d'apprentissage, c'est très inspirant. C'est aussi inspirant en termes pédagogiques, ça je vais y revenir juste après. Et c'est aussi parce que les tiers-lieux, ils abordent la dimension économique parce qu'ils intègrent des entreprises, des micro-entreprises, des auto-entrepreneurs, des entreprises de l'ESS. Et c'est vrai que cette dimension économique, dans l'éducation populaire, elle a souvent et très longtemps été délaissée. Alors que justement, c'est quand même une préoccupation quotidienne pour nombre de personnes et que ce n'est pas parce qu'on intervient au niveau social et culturel qu'on ne peut pas aussi intervenir au niveau économique. Et c'est justement le but, par exemple, de l'écofabrique. Alors, nous, on intervient au niveau culturel parce que pour nous, la médiation scientifique, c'est une médiation culturelle. On intervient au niveau écologique puisque, évidemment, le but, c'est d'intervenir sur le développement durable. Mais on intervient aussi au niveau économique parce qu'on estime que notre action, elle a pour but aussi de faciliter les économies des ménages auprès des gens vers lesquels on se destine. Voilà. Petit bémol quand même concernant les tiers-lieux. C'est pour ça que concernant l'écofabrique, on ne s'appelle pas un tiers-lieu. Tout simplement parce que les tiers-lieux, en fait, se sont énormément développés sur des financements publics. Parce qu'il y a eu effectivement pendant plusieurs années, pendant 6 ans, des financements dédiés aux tiers-lieux. Et donc, ça a fait un appel d'air et il y a eu énormément de tiers-lieux qui se sont développés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les tiers-lieux qui se sont développés uniquement sur la base de ces financements qui duraient uniquement 3 ans, pour certains, ont du mal à vivre économiquement. C'est très compliqué et pour certains, ferment leurs portes. Donc, économiquement, c'est compliqué. Et pourquoi aussi on ne s'appelle pas tiers-lieu? C'est parce qu'on estime, et là c'est vraiment encore une fois qu'un avis personnel, que pour beaucoup de tiers-lieux, il y a une certaine tendance à l'entre-soi. C'est-à-dire que les tiers-lieux s'implantent sur des endroits où les personnes qui, certes, passent la porte du tiers-lieu sont peut-être pas forcément ceux qui en auraient le plus besoin.
Donc c'est pour ça que notre bricolabus et notre écofabrique sont itinérants. C'est justement c'est pour éviter cet entre-soi. De la même manière qu'un bibliobus, les bibliobus, ils ont été développés simplement pour s'adresser à des publics qui ne passaient pas la porte des bibliothèques. C'est un peu la même chose avec notre initiative ici. Enfin, pour finir, on parlait donc dans le titre d'environnement d'apprentissage. Pourquoi on estime que ce format d'écofabrique, c'est avant tout un environnement d'apprentissage, et un environnement d'apprentissage engageant? C'est parce que quand les gens viennent sur le bricolabus ou sur l'écofabrique, leur but, ça n'est pas de se former. Ils n'ont pas le projet de se former. Et c'est parce qu'ils n'ont pas le projet de se former qu'ils vont se former. Alors, ça paraît pas forcément logique, mais c'est justement parce qu'on va avoir un apprentissage informel. Alors, j'ai mis là sur la slide, j'ai mis non formel et informel. Je reviendrai sur les non formels après. Des environnements d'apprentissage informels. Quand les gens viennent sur le bricolabus, par exemple, ils viennent réparer leur cafetière. Ils ne viennent pas apprendre comment on répare une cafetière. Ou ils ne viennent pas pour diagnostiquer une panne. Par contre, ils vont quand même apprendre à diagnostiquer et à repérer une panne et à peut-être apprendre à souder. Et voilà. Okay. Donc là, on est bien sur de l'apprentissage informel. Pourquoi j'ai parlé aussi des environnements d'apprentissage non formels? C'est qu'on a quand même des formats, par exemple des formats d'ateliers, réguliers, où là, par contre, par exemple des ateliers de bricologie. Donc, la bricologie, pour nous, c'est de la science du bricolage, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas seulement à utiliser des ustensiles, on apprend à comment les utiliser et avec quoi les utiliser. Donc, par exemple, on va avoir le projet, par exemple, d'apprendre à faire de la soudure à l'arc. Bon, voilà. On a des ateliers sur apprendre à faire de la soudure à l'arc. Là, on est dans de l'apprentissage non formel, c'est-à-dire de la formation non institutionnalisée, mais quand même une formation sur laquelle les personnes viennent dans le projet de se former, quand même. Donc, voilà. Néanmoins, la majorité de nos apprentissages sur nos formats que l'on va développer, ce sont des apprentissages informels. Et nous, ce qui nous importe, c'est avant tout déjà de travailler sur les représentations. Alors là, je vous en ai mis 3 exemples. Les représentations, c'est primordial si on veut ensuite travailler sur du long terme. Et notamment quand on intervient avec des événementiels, avec le bricolabus, on va être uniquement sur de la sensibilisation et uniquement sur les représentations. Les représentations, par exemple, c'est la réparabilité des objets. Se rendre compte qu'un objet, c'est réparable. Ça, c'est une représentation qui est loin d'être évidente. Ou bien le rapport aux déchets. Le déchet, aujourd'hui, je pense que pour n'importe qui, ça peut être considéré comme un repoussoir. Un déchet, c'est un repoussoir pour plein de gens. Eh bien, avant de travailler sur le réemploi des déchets, il faut déjà s'intéresser à travailler sur OK, le déchet, c'est pas si rebutant, c'est pas repoussant et on peut en faire plein de choses. Voilà. Donc ça, c'est aussi une représentation, par exemple, sur laquelle on travaille. Et puis, une des principales représentations sur lesquelles on travaille et qui est vraiment liée aux apprentissages informels, c'est sur notre propre capacité à faire. Okay. C'est-à-dire de se savoir compétent. C'est notre capacité à nous connaître, enfin, notre capacité à nous savoir capables. Voilà, c'est plutôt ça. Okay. Savoir que je suis capable de faire, de réparer, d'ouvrir mon grille-pain et de reconnecter 2 fils. Voilà, de m'envisager pas étant réparateur professionnel, mais en tout cas de me savoir être capable, à minima, de réparer mes objets du quotidien. Et ça, c'est la principale, c'est notre principal levier pour qu'ensuite on puisse accueillir les gens sur des activités à plus long terme.
Donc je l'ai dit tout à l'heure, pédagogiquement, nous, notre but, c'est aussi d'avoir une approche scientifique et technique, donc le diagnostic, l'isolement des paramètres, la vérification, tout ça, c'est des choses que l'on fait lorsque l'on a une démarche scientifique. Un chercheur dans son labo, il a la même démarche, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de le faire sur des éprouvettes, on le fait sur un grille-pain. Voilà, ça c'est aussi un postulat pédagogique que l'on a lorsque l'on travaille, en tout cas que l'on a avec les souris vertes dans nos interventions. Et puis enfin, ça c'est quelque chose aussi qui est un postulat pour nous et que l'on va défendre à chaque fois que l'on va intervenir avec l'écofabrique auprès de nos partenaires, c'est de légitimer et de reconnaître les compétences issues de nos expériences quotidiennes, hein, et principalement celles du travail invisible. Voilà, le travail invisible, c'est le travail que je fais tous les jours chez moi, et ce sont une multitude de compétences qui sont invisibles invisibilisées parce que non mises en valeur, parce qu'aujourd'hui, à part les compétences professionnelles, toutes nos compétences du quotidien sont très peu mises en valeur. Et le but, c'est aussi de pouvoir mettre en valeur ces compétences. Donc à terme, on peut envisager que, par exemple, alors là c'est hypothétique, hein, je vous donne des exemples sur comment éventuellement on peut travailler là-dessus. Ça va être peut-être d'avoir des badges, hein, un système de badges écofabrique par exemple, donc des badges qui vont reconnaître différentes compétences liées à la réparation, liées au tri, etc., dans les différents domaines de l'économie circulaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, ça c'est un exemple. L'autre exemple, ça va être un projet qui interviendra probablement que dans 2 ou 3 ans et qui est un projet qui là est lié un petit peu à l'écofabrique, mais qui va être un peu plus lié à notre plateforme collaborative. Ce serait de développer, alors on a appelé ça pour l'instant une université du travail invisible. C'est justement d'avoir tout un travail de reconnaissance et de valorisation des compétences quotidiennes qui sont développées par tout un chacun chez lui ou dans une action bénévole, par exemple. Voilà. J'ai fait cette ouverture là donc sur éducation populaire, tiers-lieux, environnement d'apprentissage, simplement pour vous éventuellement que ça puisse vous donner des pistes de questions pour notre discussion de tout à l'heure. Je m'arrête là pour l'instant. Ah oui, 13h08. Si vous êtes intéressé par l'écofabrique, donc on vient juste de mettre en ligne un premier site, donc vous retrouverez pour l'instant un tout petit peu la présentation, mais si vous souhaitez voir comment ça fonctionne au quotidien, n'hésitez pas. Vous pouvez venir prendre un train à Saint-Lazare, être bénévole pour une journée ou 2. On peut prendre en charge largement les frais de nos bénévoles. Donc si vous êtes intéressé pour participer à l'écofabrique, n'hésitez pas. Je vous ai mis mon adresse mail. Voilà, bénévole d'un jour sur l'écofabrique, vous serez accueillis largement et on pourra vous expliquer plus en détail ce que l'on fait dans cette écofabrique. Merci à vous.